avait trait à la définition des concepts et des principes d'une bonne mesure d'efficacité que j'avais resitué d'abord dans un cadre digital. On va peut-être en parler aujourd'hui. En tout cas, ça va être en partie le support de ma présentation. Mais le propos, ça va être surtout en fait d'échanger sur une problématique qui m'est apparue importante, et il faut croire qu'il y en a certains d'entre vous qui le reconnaissent aussi, qui va être le pilotage d'une activité en général, mais entre guillemets d'une activité en période de crise. Et le tout m'est apparu de façon assez importante comme étant un bon moyen peut-être pour reposer des bases sur en fait finalement qu'est-ce que c'est qu'un bon KPI, comment ça marche. C'est ce que je vais me proposer de faire aujourd'hui. Dès la semaine prochaine, on aura une personne qui est spécialiste du pricing management et du revenu management qui prendra la parole justement pour nous faire un point sur la gestion en fait du prix en période de crise et en sortie de crise, qui a un impact bien évidemment évident sur le tout. Et s'en suivra ensuite une autre personne qui prendra la parole sur la gestion des investissements du marketing mix en général. Et vous le verrez, ce sont des personnes qui sont des personnes internationales, donc je pense qu'on fera le tout en anglais. Et je vous poserai une question dans le feedback, où vous aurez l'occasion de recevoir juste après cette présentation. Et je vous encourage bien évidemment à prendre 2 minutes de votre temps pour répondre. Alors, sans plus d'introduction, je vous rappelle, je l'ai mis en intro, mais je vous le rappelle, le propos c'est être bienveillant, de partager, d'être à l'écoute. Et c'est certainement un bon moment d'essayer de se reposer des questions fondamentales par rapport à ce qui est important ou pas en matière d'échange de façon générale. Je pense que le commerce est un échange et il faut revenir à la base de l'échange et en partie de l'échange humain. C'est tout le propos de l'initiative Coffee & More. Alors, aujourd'hui, on ne va pas tout aborder, mais j'en parlais à l'instant. Le propos est d'essayer de définir et de mettre à jour un certain nombre de bonnes pratiques sur le pilotage d'une activité qui passe forcément par la mesure de son rendement, de sa performance. On dit souvent qu'en fait, on ne peut que bien manager que ce que l'on mesure. On reviendra dans un instant à justement à ce qui est important au sens de la mesure. Je l'ai largement défini lors du premier webinaire dont je vous ai envoyé le lien, donc je ne vais pas forcément m'étendre là-dessus aujourd'hui. Je vais simplement m'intéresser justement à ce que c'est qu'un bon KPI. Et le propos, je vais revenir à un certain nombre de fondamentaux, mais qui me semblent importants. Fondamentaux sans lesquels on a du mal à piloter, et qui plus est, j'ai l'impression que souvent on met la charrue avant les bœufs, et la réalité s'agrandit encore plus lorsque on est effectivement dans une situation où en fait on est pressé par le temps, on a du mal à comprendre ce qui se passe, surtout qu'on est en période de stress. Et je vais revenir sur la notion ou les fondamentaux d'un bon KPI. Alors, bien évidemment, dans ces KPI, on ne va pas forcément l'aborder aujourd'hui. Il y a des notions et des perspectives qui sont liées au court terme, à la gestion au quotidien et à la gestion au long terme, qui est plus macro. On le verra ensuite. Et ça fera l'objet justement de l'ensemble des prises de parole qu'on aura à la fois la semaine prochaine sur du court terme par rapport à la gestion du prix, mais peut-être sur de façon plus long terme, avec une perspective sur qu'est-ce qu'on apprend justement du rendement des investissements marketing quand on regarde un peu dans le passé par rapport justement à la gestion des investissements en période de crise, même si celle-ci est exceptionnelle. Malgré tout, la meilleure façon d'avancer est de comprendre ce qui s'est passé avant et qu'est-ce qu'on peut en apprendre. Voilà. Alors, ce sur quoi je vais m'attarder aujourd'hui, et je vous renvoie en fait à la définition de ce que c'est une bonne mesure que j'ai abordée dans le premier webinaire qu'on a mis en place, que je vous ai fait passer en replay. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Alors, pourquoi le tout me semble important? Parce que la notion d'efficacité, elle est centrale, qui plus est encore plus lorsqu'on est en période de turbulence. Pourquoi? Parce que forcément, on a besoin de plus encore justifier ses actions. Ça semble être une évidence, mais si j'en crois ce que je peux en entendre, en tout cas, par exemple, dans le cadre de l'environnement digital, c'est un sujet plus que d'actualité. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui, je prends cet exemple-là, même si c'est une variable du mix qui est la communication, le digital aujourd'hui représente en France
plus de 45% des investissements médias des investissements médias des annonceurs. Alors, par rapport à ça, non pas que le digital est la seule chose importante en matière de communication, mais c'est l'un des points importants et de façon intéressante, même si ça me semblait être assez une évidence pour l'avoir prêché pendant assez longtemps. L'Union des marques, donc l'ex-Union des annonceurs, nous apprend qu'au fin novembre de l'année dernière, est mis à disposition de l'ensemble des acteurs du marché, en particulier des membres de l'Union des marques, ce qu'on appelle un référentiel de l'efficacité, qui fait le point justement sur le besoin de développement d'un certain nombre, on va dire, d'unités de mesure communes pour que l'ensemble du marché, c'est-à-dire annonceurs, agences médias, mais également sociétés d'études, puissent s'entendre sur comment marche l'efficacité, mais surtout comment on la mesure. Et ça semble assez évident, mais en fait, rien ne semble et pourtant aussi évident. Pourquoi? Parce que pendant des années, donc, si je parle du digital, le digital a donné l'impression qu'on pouvait tout mesurer sur le digital. La réalité, c'est que, je le disais depuis très longtemps, on compte beaucoup, mais il est beaucoup plus difficile de mesurer. Je vous renvoie encore une fois au premier replay sur lequel j'ai pu largement élaborer par rapport à tout. Alors, ce n'est pas nouveau, le besoin de mesurer et de piloter. Et le tout renvoie à des notions de performance, de rentabilité du budget, donc qui a trait à ça, le fameux retour sur un investissement, le ROI. Et le tout renvoie, il y a souvent également aussi une confusion assez importante entre efficacité et efficience. On va revenir là-dessus dans un instant, mais l'efficacité, c'est quoi? C'est la capacité d'un process à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés en amont du développement de ce process. Et quand je dis bien en amont, ça sous-entend qu'effectivement, a priori, il faut être clair dans la définition de ce que l'on cherche à faire. L'efficience va renvoyer non pas à la simple mesure de l'atteinte des objectifs, mais au contraire à la capacité du process à maximiser la ressource utilisée afin d'atteindre l'objectif. Alors, une fois que le tout est dit, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à nos KPI et par rapport à la fameuse mesure de performance du ROI? Alors, je dis souvent qu'en fait, avant même de penser au ROI, et le tout pousse à une certaine discipline, les annonceurs et l'ensemble des intervenants de la chaîne de valeur devraient s'interroger sur la mesure du ROO, c'est-à-dire la mesure ou le retour sur un objectif, comme on dit en anglais. Et le tout renvoie encore à quoi? Quels sont mes objectifs de départ? Qu'est-ce que je cherche à faire? Pas forcément tout le temps à vendre, même si c'est l'objectif qui est souvent essentiel dans une campagne, en particulier dans une période où on va essayer de maximiser le rendement d'une activité. Mais le tout est vraiment très important parce que souvent, en fait, l'expérience le montre, et j'en parlais encore hier avec un annonceur lors d'une interview, en fait, on se rend compte que, en fait, on est souvent pris par l'habitude de faire un certain nombre de choses. Et comme l'UDM, l'Union des marques, nous le met en avant, on n'a pas forcément le bon réflexe pour mettre à jour clairement les métriques qui vont nous permettre de justifier l'atteinte ou non de ces objectifs et que ces objectifs devront être fixés dès le début. Et qui devrait fixer justement les objectifs et les métriques ou les KPI qui vont nous permettre de juger ces objectifs? Logiquement, l'impulsion devrait venir de l'annonceur. C'est bien le sens du référentiel de l'efficacité que met à jour l'Union des annonceurs. Je ne vais pas en parler ici, ce n'est pas le propos. Je vous invite à aller sur l'Union des annonceurs, l'Union des marques, qui met en avant un certain nombre de principes. J'en connais le contenu, ce n'est pas forcément accessible à tous sur le site. On pourra en parler si il y en a qui ça intéresse. Je vous renvoie au référent de l'Union des marques. Je pourrais bien évidemment en parler plus longuement si ça peut intéresser un certain nombre d'entre vous. Alors, une fois qu'on a dit ça, les questions de fond, c'est qu'est-ce que j'attribue comme objectif à chaque point de contact quand je m'intéresse au P de la promotion dans le mix, mais quels objectifs je vais atteindre à la fixation de l'une de mes variables de chacun de mes 4 P. Et donc, en particulier, lorsque je vais choisir des KPI, sans définir ici quel est le bon ou le mauvais KPI, ce qui va m'intéresser, et c'est l'objet essentiel de mon propos, c'est qu'est-ce qui définit un bon KPI. Et la définition, en fait, de ce qu'est-ce qui définit un KPI vient de quoi? D'une expérience bien évidemment personnelle, d'une expérience empirique d'un certain nombre d'années dans cet environnement-là, mais également d'une revue, en fait, on va dire, de ce qui est mis à jour à la fois dans la littérature, mais également au travers de l'empirique, ce que dit le marché par rapport à ça.
Dans un premier temps, je vous propose de passer en revue quelles sont les caractéristiques d'un bon KPI. J'en ai dénombré 10. Alors, j'ai longuement insisté précédemment, ça semble être une évidence, mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Le bon KPI, il est adapté à l'objectif visé. Si je cherche, en l'occurrence, à mesurer sur un site, j'étais dans l'exemple du digital, le retour sur investissement ou la conversion, il est bien évident que le meilleur des KPI va être le taux de conversion. Pour autant, si j'ai des objectifs de construction de ma marque, certainement que le seul taux de conversion ne va pas forcément être adapté. Et peut-être que certaines proxys, j'appelle ça des proxys, qui sont des approximations de la mesure, vont permettre de pouvoir me faire un parallélisme entre la construction d'une préférence pour une marque, ce qu'on va appeler la considération, qui peuvent tout à fait se mettre à jour au travers du temps passé sur une section particulière d'un site ou tout simplement d'une réponse à une question sur une intention d'achat ou ma capacité à mettre en œuvre au travers de mes actions une certaine préférence pour ma marque. Une fois que cela est dit, gardez-le en tête. Pourquoi? Et c'est souvent le piège dans lequel on tombe, en particulier lorsqu'on va s'intéresser a priori à un média qui produit beaucoup de métriques. Une métrique n'est pas pour autant un KPI. La notion de KPI renvoie à la notion d'objectif qu'il faut être capable de prendre en compte. Alors, deuxième chose importante, c'est que qui en est responsable? Je le disais tout à l'heure, c'est important et c'est important de façon générale dans toute chose que l'on fait. Quand il n'y a pas de responsable, souvent, on navigue un peu à vue. Et la réalité, c'est que souvent, quand ça marche, il y a une équipe ou un individu qui en est responsable. Bien évidemment, l'expérience montre que c'est souvent le management qui va impulser une dynamique en fait de mesure et de mesure de la performance. Je dirais qu'en fait, mon expérience montre également que selon les organisations, il y a des cultures, des organisations qui sont plus ou moins prêtes à envisager la performance, non pas que simplement comme un moyen de sanction, mais également comme un moyen de progrès. J'y reviendrai dans un instant tout à l'heure lorsqu'on va parler de bonnes pratiques de mise en œuvre. Donc oui, un individu, une équipe en est responsable. Pourquoi? Parce que quand il n'y a personne qui est responsable de quoi que ce soit, ça ne peut pas marcher. Donc il faut se donner les moyens de ses ambitions. Troisième chose, collectionner des métriques qui ne servent à rien et qui ne permettraient pas de décider n'est pas non plus une fin en soi. Les métriques et les KPI en particulier doivent permettre l'action. L'action pour corriger si ça ne marche pas, l'action pour apprendre, pour optimiser la fois suivante, mais dans tous les cas, se donner des moyens de véritablement mesurer ce qui est important. J'y reviendrai dans un instant. D'où l'importance de permettre l'action lorsqu'on met en place un bon KPI. Quatrième chose, et ça me semble encore une fois une évidence, mais ce n'est pas forcément évident pour tout le monde, souvent, on mesure, mais on ne sait pas bien ce que l'on mesure, mais au-delà de ça, on ne sait pas bien si ce que l'on a mesuré va nous permettre de nous faire avancer. Alors, encore une fois, faut-il être capable d'être critique par rapport à ce qui est important ou pas, tester ce qui semble a priori, je donnerai des exemples dans un instant, ce qui va être a priori important pour être capable de mettre en place un certain nombre de prédictions. Et bien sûr, si on s'inscrit non pas dans une perspective de sanction, mais dans une perspective de progrès, ça va nous permettre de mettre en place des actions correctives qui vont nous permettre de progresser. Ça semble aussi important, mais en nombre limité. J'y reviendrai de façon plus importante dans un instant, parce que quand on va interroger les annonceurs justement sur est-ce qu'il y a un nombre idéal de KPI, même si on voudrait le réduire, il est évident que le tout va dépendre de votre activité, des objectifs que vous fixez à votre campagne, des moyens que vous mettez à disposition. Et il vaut mieux, encore une fois, limiter le nombre de KPI de référence pour pouvoir effectivement, on le verra dans un instant, les communiquer plus facilement à tous. Je vous donne un exemple. Certainement, certains d'entre vous connaissent le fameux NPS, le Net Promoter Score, qui est né on va dire, au milieu des années 2000, sous l'initiative en fait, d'une boîte de conseil qui s'appelle Bain, et qui en fait très américain d'ailleurs dans la façon de le penser, parce que très simple, tout le monde comprend que le Net Promoter Score, c'est le pourcentage des gens qui sont prêts à recommander, moins ce qu'on appelle les détracteurs. Et donc, en fait, même s'il a été critiqué, le tout a été adopté très largement par un certain nombre d'entreprises du Fortune 500 aux États-Unis, mais également en France et en Europe.
mais essentiellement parce que justement, c'est assez simple. C'est assez simple et compréhensible par tous, et il y a un certain nombre d'études dont on pourrait discuter la validité, qui prédisent effectivement que le NPS est un bon moyen de suivre l'évolution de la croissance d'une entreprise d'une année à une autre. On pourra y revenir si ça vous intéresse, je pourrais en parler assez longtemps. Tout est critiquable, mais au moins il a le mérite d'être clair, simple, et effectivement, c'est, on le verra tout à l'heure, la métrique qu'un certain nombre d'organisations essaient de s'approprier et de suivre. Alors, j'en parlais à l'instant en donnant l'exemple du NPS. J'entends également que les métriques ou les KPI doivent être intelligibles. Intelligible, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'elles soient faciles à comprendre pour les personnes qui vont s'approprier les métriques dans l'organisation, parce que, on le verra tout à l'heure, si c'est simplement le champion ou l'équipe qui porte les KPI, qui comprennent comment ça marche, il y a peu de chances que ça soit adopté. Et si c'est un moyen de progrès, il y a peu de chances que ça soit mis en place. Alors, facile à comprendre, mais également facile à expliquer et à communiquer. Souvent, je fais écho à mon expérience dans l'environnement du digital. Souvent, les métriques qui sont communiquées ne sont pas forcément compréhensibles du premier coup par le commun des mortels et au-delà de ça, ne sont pas forcément adaptées à la mesure de l'objectif visé. Chose très importante, finalement, également, on arrive à la 6e caractéristique, ce sont des mesures standardisées. Standardisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on s'intéresse à l'optimisation d'un process, il faut être capable de traquer son progrès, de suivre son progrès en étant capable de pouvoir le faire grâce à la mise à disposition d'un certain nombre de métriques qui vont être standards. Donc, je renvoie standard, c'est-à-dire qu'on va utiliser ces mêmes métriques et a priori, ces métriques vont faire référence sur le marché ou à minima référence en termes de langage commun au sein de l'organisation. Ça semble tout bête ce que je vous dis, mais par expérience, M. Procter & Gamble, avec lequel j'ai beaucoup travaillé, n'a certainement pas la même culture de la performance que d'autres organisations. De façon générale, non pas que je pense que M. Procter est meilleur qu'un M. L'Oréal, mais la façon d'appréhender la performance n'est pas la même et du coup, la mesure ne va pas être accueillie de la même façon et on va peut-être avoir plus de mal à appréhender un processus de standardisation de métriques dans une organisation qui croit plus à l'intuition qui a trait à la décision marketing. 7e caractéristique, la meilleure façon de progresser, c'est de se benchmarker. Alors, le benchmark, il doit être de deux ordres. C'est à la fois un benchmark qui doit être dans l'absolu, et effectivement, il faut mesurer les choses de façon dynamique, c'est-à-dire idéalement en continu. Pourquoi? Parce que si j'utilise une même métrique qui est standard dans le temps, le progrès pourra être enregistré. Et des benchmarks, effectivement, des benchmarks à partir de l'utilisation de KPI qui sont benchmarkés dans votre industrie ou qui sont benchmarkés de façon générale. Alors, un point là-dessus, se benchmarker par rapport à ceux qui interviennent dans le même secteur, c'est bien, mais ce qui est encore mieux, c'est regarder un peu au-dessus. Je vous donne un exemple. Quand je dis, il y en a certains d'entre vous qui ont participé à plusieurs webinaires, Coffee and Learn, et j'ai posé une question qui est le NPS. Dans quelle mesure vous recommanderiez le webinaire? Et je l'ai calculé la semaine dernière, on est à 64. Donc 64, c'est bien ou c'est pas bien. Si j'en crois un benchmark, il semblerait qu'un bon NPS, c'est 40, 45, 50. Donc on peut considérer que c'est très bien. Et donc, je ne vais pas m'attarder sur le côté très bien, mais par exemple, on est loin du score qu'une entreprise comme Apple, qui est à un score de 89, ou encore de Telsa, qui est, je crois, à 93 ou 94. Ceci étant, savoir regarder en haut, c'est bien, savoir regarder en bas, c'est aussi bien. Et je pense que dans l'environnement dans lequel on est, tous les efforts qui ont trait à benchmarker, contextualiser et se donner les moyens de faire un petit peu mieux chaque fois, ne peut que réapparaître comme quelque chose de positif dans l'expérience des clients, ou en tout cas l'expérience que vous apportez aux clients. Je ne crois pas, personnellement, depuis des années, au fait que tout est noir un jour, tout est blanc demain. Ça ne marche pas comme ça dans la vie de façon générale, mais en particulier lorsqu'on mesure. Et tout progrès, même marginal, a un impact important. Un exemple, encore une fois, quand vous avez un taux de conversion en e-commerce qui est à 2 ou 3%,
tout secteur confondu, on pourrait se dire a priori que c'est mauvais. Bien évidemment, ça va dépendre du secteur, mais par rapport à mon point, si effectivement le taux de conversion est à 2 ou 3%, tout progrès, même marginal, a un impact direct sur ma capacité à transformer les 98 ou 97% des gens qui sont venus sur le site, par exemple, et qui n'ont pas acheté. Neuvième point, le bon KPI doit être déclencheur de changement. Ça semble être une évidence, mais si on mesure, il ne faut pas avoir peur du résultat. C'est important. Donc, si ce que l'on fait, finalement, n'est pas aussi bien que ce que l'on croyait faire au départ, il faut se donner les moyens de changer, même si le changement n'est jamais quelque chose de confortable, en particulier si ça remet en cause l'ensemble d'une stratégie ou l'ensemble d'un processus. Il faut être capable d'en tirer les leçons. Et par rapport à ça, le simple fait de rentrer dans un process de mesure, logiquement, met en place la notion, en l'occurrence, non pas simplement de prise de risque, mais de management du risque. Et la meilleure façon de piloter, encore une fois, c'est de mesurer. Et si on cherche à manager, il faut avoir les moyens de mesurer. Finalement, 10e caractéristique, quelque chose, plus c'est simple, plus les gens comprennent. Plus les choses sont compliquées, moins les gens comprennent. Ça semble être une évidence, mais souvent, et ce n'est pas une critique, encore une fois, quand on assiste à des présentations de choses qui sont relativement fumeuses et qui sont trop compliquées, les machines à gaz n'ont jamais fait avancer les choses, d'où l'importance, par exemple, de la simplicité d'appropriation d'un KPI comme le NPS. Il est certes critiquable, mais très simple à comprendre. Certains pourront dire peut-être que c'est simpliste. C'est vrai, il ne faudra pas verser dans la trop grande simplicité. Pourquoi? Parce qu'effectivement, même si le tout doit être simple et reprendre l'ensemble des caractéristiques que j'ai parcourues, le bon KPI est également un KPI qui doit être valide, c'est-à-dire qu'il mesure ce qu'il est censé mesurer, fiable. C'est-à-dire quand je mets en place la mesure 2 fois dans les mêmes conditions, j'ai le même résultat. Ça semble assez évident, mais ce n'est pas forcément toujours évident. C'est comme le thermomètre. Si j'ai de la fièvre et que j'ai 39 à l'instant, si dans 10 secondes, je reprends ma température, il vaut mieux effectivement que mon instrument soit fiable et me donne des moyens de pouvoir mesurer le progrès, donc relativement sensible pour mesurer le progrès et finalement discriminant, faire la part des choses entre quelque chose de bon ou mauvais. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est quoi le retour d'expérience par rapport à la fois au nombre idéal? Le plus est l'ennemi du bien, on le sait souvent, mais c'est particulièrement le cas lorsqu'on va essayer de manipuler en fait des indicateurs de performance. Le plus important, ce n'est pas d'en avoir beaucoup, c'est d'en avoir des utiles. Et les utiles, je vous renvoie à des choses fondamentales, c'est relié aux objectifs. Et c'est une étude que j'avais faite il y a quelques années avec la WFA, la World Federation of Advertisers, qui montre que dans l'environnement du digital, malgré la pléthore des indicateurs, il semblerait que le bon, et c'est beaucoup trop à mon avis, le bon nombre est compris entre 5 et 10 pour à peu près 2 tiers des gens. Alors, le retour d'expérience des seules bonnes pratiques. Et à ce propos, je tiens à remercier quelqu'un avec lequel j'ai discuté très récemment. Il s'appelle Étienne Gautron, il travaille pour une société qui s'appelle Report. Ils mettent en place des outils de dashboard et de suivi de tableau de bord. Et effectivement, on a longuement échangé tous les deux sur c'est quoi, au-delà des caractéristiques, c'est quoi les bonnes pratiques. Alors, KPI renvoie à la data, mais la dernière des choses qu'il faut manipuler et mettre en avant, c'est la data. Pourquoi? Parce que si je faisais écho tout à l'heure à une équipe qui en est responsable des KPI, si les seules personnes qui comprennent à quoi ça sert, comment ça marche et comment les utiliser, ce sont les personnes qui sont porteuses des KPI, typiquement peut-être ça peut être une DSI qui fait passer un certain nombre d'informations aux équipes opérationnelles, il y a peu de chances que les équipes opérationnelles puissent se l'approprier. Et ça passe par quoi? Donc par les gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on met en place un process de mesure de performance, il faut également l'accompagner de formation, d'accompagnement pour que les gens puissent s'approprier. Un exemple, chez Airbnb, j'y reviendrai dans un instant, quand je parlais dans un instant, le KPI le plus important d'Airbnb, c'est le nombre de nuitées.
Je vous expliquerai pourquoi dans un instant. Le nombre de nuitées, pourquoi c'est important et comment on va pouvoir le manipuler et comprendre son impact d'un point de vue opérationnel. Un certain nombre d'accompagnements au travers de vidéos de prise en main de l'utilisation des tableaux de bord et de la logique d'utilisation en fait, du KPI pour chacune des équipes a été mise en œuvre pour maximiser l'adoption du KPI au niveau des équipes opérationnelles. J'y reviendrai dans un instant. Donc, people first, not data. Deuxième chose importante, c'est, même si je le disais précédemment qu'il n'y a pas forcément un KPI idéal, il faut trouver ce que les Américains appellent le North Star Metric, c'est-à-dire la NSM, et pas la MSN, Messi, Sanchez, Neymar, mais presque. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, je parlais du NPS précédemment, c'était relativement simple. Quand ça marche, c'est simple à comprendre et ça devient un indicateur que tout le monde peut s'approprier. Dans le cas d'Airbnb, c'est le nombre de nuitées. Et pourquoi le nombre de nuitées plutôt que le seul chiffre d'affaires? Parce que le nombre de nuitées parle aux deux équipes opérationnelles importantes chez Airbnb, sont les gens qui vont gérer à la fois les hôtes. Peut-être que parmi vous, il y a des gens qui reçoivent chez eux ou qui ont un pied-à-terre dans lequel ils reçoivent. Donc, c'est important de pouvoir gérer en fait la problématique d'un hôte qui va avoir besoin entre guillemets, de valoriser son lieu d'accueil. Mais la nuitée, le nombre de nuitées va avoir également un sens pour les équipes qui vont s'occuper non pas des hôtes, mais des gens qui viennent visiter les hôtes, c'est-à-dire les clients. Et dans les deux cas, le nombre de nuitées est un indicateur qui est intéressant pour les deux équipes, mais qui vont avoir, en l'occurrence, des impacts en termes de gestion du nombre de nuitées différents sur une équipe qui va s'occuper de gérer les hôtes ou de gérer les clients. Pour exemple, quand on gère les hôtes et qu'on veut maximiser le nombre de nuitées pour un hôte, on va expliquer par exemple à un hôte qui n'a pas beaucoup de nuitées dans son lieu, pourquoi. On va benchmarker son prix par rapport à son secteur donné pour lui apporter des éléments de réponse, typiquement. Et de la même façon, pour les clients, on va leur donner les moyens de mieux comprendre quel va être le bon choix pour lui. Un exemple de NSM. Troisième chose, c'est personnaliser les KPI. Ça, c'est super important. Encore faut-il que même quand la NSM, quand la fameuse métrique est trouvée, qu'on soit capable également de donner de sens à cette métrique et de développer des métriques en cascade pour chacune des équipes opérationnelles. Je l'ai évoqué dans le cadre des équipes qui vont gérer les hôtes et les visiteurs chez Airbnb. Ça sous-entend que les indicateurs qui vont d'un côté gérer les hôtes et les visiteurs ne vont pas forcément être les mêmes de part et d'autre. Pour autant, on va essayer de maximiser la valeur du nombre de nuitées. Donc, le propos, c'est que même quand on a trouvé ça NSM, il va falloir aussi se donner les moyens de pouvoir aussi jouer avec la définition des KPI qui vont permettre de mettre en place les bons KPI au quotidien. Ça semble être une évidence. Quatrième chose, c'est éviter les vanity metrics, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, un exemple typique, avoir un nombre de likes important sur un post ne veut rien dire en soi. Si vous n'avez pas de transformation et si ça semble être la chose importante, l'engagement en tant que tel ne veut rien dire et c'est humain de chercher des choses qui vont faire plaisir, augmenter le nombre de visiteurs, etc. etc. C'est bien, mais ce n'est pas ça qui fait avancer le public, si je peux me permettre l'expression. Cinquième chose, automatiser. Tout ce qui est automatisable doit l'être. Pourquoi? Parce que si on passe du temps à simplement remettre en place un process sans se donner le temps d'analyser, ça ne sert à rien. Pour exemple, ça fait des années que je travaille dans l'environnement data. On passe la plupart du temps à préparer les fichiers de données pour l'analyse qui va représenter jusqu'à 70 ou 80% de notre temps. Ça fait peu pour analyser, donc tout ce qui doit être automatisable doit l'être. La technologie est là. Le pull, c'est bien, le push, c'est mieux. C'est bien, ça c'est l'idéal quand les gens s'approprient les choses. La réalité, c'est que les gens doivent être prévenus et on doit leur remettre à disposition des outils pour être capable d'utiliser les KPI. Je le disais tout à l'heure, les accompagner du début à la fin. Et finalement, et c'est tout le propos aussi, au plus tôt on commence, au mieux c'est, parce que l'essentiel, c'est que Paris ne s'est pas fait en un jour. Mais en l'occurrence, comme disent les Américains, encore une fois, done is better than perfect. Et il vaut mieux être opérationnel et avancé plutôt que de chercher le parfait, parce que le parfait n'existe pas, en tout cas, dans l'immédiat. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous.
Bien évidemment, il y en aurait beaucoup plus à dire, mais je pense que j'ai un peu dépassé le temps qui m'était imparti. Je m'en excuse. On peut revenir aux questions. Le propos était de vous apporter un certain nombre, on va dire, de points qui me semblaient importants et essentiels par rapport justement à ce qu'est un bon KPI. Je vais me remettre sur la dernière page. Je vais peut-être arrêter le partage d'écran pour pouvoir ensuite répondre à vos questions, les consulter. Et je vous remercie de votre invite à prendre la parole. Bonjour, c'est Béatrice à l'appareil. Bonjour Béatrice, comment? Merci. Attends, je peux même faire, voilà, faire mieux. Salut. Bonjour. Une petite question quand tu dis, en fait, par exemple, le côté vanity metrics, c'est-à-dire Oui. quand, se faire plaisir avec les likes et autres pouces en l'air et tout ça, et ça ne veut rien dire si, en fait, on n'a pas de transformation. Donc, En fait, il faut pousser l'analyse plus loin. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, je donnais cet exemple-là. Pourquoi? Parce que il y en a certains que j'ai retrouvés sur LinkedIn, il y en a d'autres que je ne connaissais pas, que je trouvais sur LinkedIn. Et effectivement, les posts que je fais, je commence à faire, ont des likes et des commentaires. Mais ce que je souhaite faire, c'est pousser les gens à l'action, c'est-à-dire les faire participer au webinaire. Donc, en l'occurrence, typiquement, ma variable opérationnelle ici, c'est susciter de l'engagement pour que les gens puissent s'inscrire au webinaire. Mais de la même façon, si je mets en place une opération où j'ai beaucoup de gens qui vont en magasin et qu'il n'y a pas forcément beaucoup de conversion par rapport au fait que les gens aient un magasin, je pourrais me poser des questions sur est-ce que le fait de pousser les gens au magasin, c'est bien, mais s'il n'y a pas suffisamment de transformation, peut-être que je devrais me poser des questions par rapport à la nature même de l'offre, par exemple. Donc, le point, c'est d'être capable de remettre à plat des choses qui sont effectivement importantes sans pour autant collectionner des métriques. Je pourrais vous en donner plein, il y a plein. Je suis sûr que dans vos vies respectives de marketeurs, vous collectionnez des métriques, par exemple, je ne sais pas moi, de nombre de visiteurs sur un site, mais on ne sait pas à quoi ça sert. Et on voit, on a des rapports où ça montre que ça monte. C'est bien quand ça monte, mais si on ne sait pas pourquoi ça monte, on se fait simplement plaisir à soi-même et notre ego est satisfait. Pour autant, ça ne sert pas à grand-chose. Donc le propos, c'est de définir des choses qui servent et d'aller chercher des choses qui soient effectivement rentables et opérationnelles par rapport à l'objectif qu'on a visé. C'est simple, hein, mais l'avantage que des choses simples, c'est qu'a priori, on peut essayer de les partager. Ce qui est plus difficile, c'est que souvent, on est, à mon sens, dans une gestion très court-termiste où on met en place une opération et peut-être qu'on ne se donne pas les moyens de véritablement mesurer ce qui est important, alors qu'il faudrait. Voilà. Et ce qui est difficile aussi, c'est quand tu as différents points de contact. Parce que ça veut dire que ça démultiplie d'autant tes mesures. Parce que si tu es… Alors, c'est vrai, mais il y a des choses qui existent. Il y a des choses qui existent et peut-être je ferai certainement un point là-dessus. Il y a surtout dans l'environnement digital, on ne va pas parler forcément que de ça, mais il y a des modèles qui sont très court-termistes, donc des modèles de type MTA, Multi-Touch Attribution, qui travaillent sur le rendement en fait des différents points de contact qui sont essentiellement online, mais c'est très court-termiste parce qu'on va optimiser le lancement d'une campagne à très court terme. Et puis, il y a les fameux modèles qui sont assez vieux, mais qui reviennent à la mode, qui sont plus long-termistes, les modèles de marketing mix, où on va plus être macro cette fois-ci, avoir une perspective long terme, de façon à pouvoir être capable de pouvoir se donner les moyens de mesurer les choses importantes. C'est assez intéressant parce que j'ai eu des discussions avec des gens aux États-Unis ces derniers temps où à la fois on mixe le long terme et le court terme. Et le long terme, c'est le management qui doit s'approprier la mise en place de modèles de marketing mix pour prioriser et pour pousser quel type d'investissement du P, des 4P, semble marcher. Une fois qu'on a dit ça, ils vont être capables de porter le message auprès des équipes opérationnelles. Le problème des équipes opérationnelles, c'est que quand on fait du marketing mix model, par exemple, on est très agrégé dans la mesure. Donc, et on a besoin d'optimiser les actions à très court terme. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être capable aussi d'avoir des outils de mesure du court terme. Et ces outils existent.
Ces outils existent, encore une fois, avec, moi je connais assez bien l'environnement du digital avec des outils, il y a peut-être que ça ne parle pas aux marketeurs, mais il y a des gens qui investissent beaucoup dans ce qu'on appelle des DMP, des Data Management Platform, des CMP, des Customer Management Platform, avec des outils, avec des modèles d'attribution qui sont de plus en plus sophistiqués et qui marchent très bien dans l'optimisation des contacts online. Maintenant, la difficulté, c'est de prendre en compte les contacts offline. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on attribue à chacun des points de contact? Et il y a encore une fois, il y a les moyens aujourd'hui de travailler là-dessus de façon plus fondamentale. Et ça sous-entend qu'il y ait du travail qui soit fait très en amont pour être capable de savoir qu'est-ce que je fais et comment je vais mesurer le tout. Et c'est avant tout un travail de discipline qui doit se mettre en place assez en amont. Et souvent, je pense que c'est dans l'urgence que les gens font les choses. Et en fait, non, je ne crois pas. Il faut travailler et puis essayer de planifier. Je suis désolé. Est-ce que je réponds à ta question? Tout à fait, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour Christine. Attends, je vais me mettre en vidéo déjà. Ouais. Ouais, bon. Mais ta photo est très belle. Ah, mais c'est pas. Du coup, j'ai mis ma vidéo, mais bon, tant pis. Ah bah très bien. J'espère que tu vas bien et les autres aussi. Non, mais bon, pour faire référence à notre ancien métier, toi comme moi, dans les panels, est-ce que quand tu parles de mesures standardisées, tu trouves que, est-ce qu'il y a il y a des secteurs où il n'y a pas de standards? Est-ce qu'il reste des standards à mettre? Est-ce qu'il y a des standards qui sont peut-être obsolètes? Est-ce que tu vois, toi, oui, par ton expertise, une évolution justement de ces standards? Alors, en fait, ça dépend de quel standard on parle. Il y a effectivement, historiquement, l'avantage des panels quand on mesure des marchés, surtout dans un certain nombre de marchés qui sont assez encadrés. Effectivement, on a les moyens historiquement de mesurer ce qui se passe au niveau d'un magasin, ce qui va se passer au niveau d'un panel, d'un foyer de consommateurs. Donc, le tout existe depuis de nombreuses années. Dans certains secteurs, ce n'est pas forcément le cas. Mais au-delà de ça, quand je parle de standards, ce n'est pas forcément sur on va dire, le suivi des marchés, parce qu'a priori, en fait, tout le monde sait l'ultime goal, c'est de mesurer les ventes, l'impact sur les ventes. Donc, a priori, on va être capable de mesurer les ventes. Encore, ça va être peut-être plus compliqué de valoriser comment on va mesurer la vente et comment on va pouvoir retracer la vente à un point de contact particulier. Ce qui va être plus compliqué, je pense, c'est ça a été évoqué par la question de Béatrice, c'est comment je réattribue, si mon standard c'est la vente, comment je réattribue la causalité de la vente à un contact, à une action particulière. Alors, je peux le faire très bien sur des modèles de mix marketing, sur la promo ou sur du prix, par exemple. Et ça existe depuis longtemps, mais c'est difficile aussi de pouvoir prendre en compte de quel est l'effet, je sais pas, d'un investissement plus micro sur la réponse vente, alors que simultanément, j'ai mis en place une offre agressive en termes de promo. Alors, qu'est-ce qui a causé l'un plutôt que l'autre? Je ne sais pas forcément. Ce que je suis en train de dire, c'est que la première des choses, c'est qu'il faut mettre à plat qu'est-ce que je cherche à faire et qu'est-ce que je cherche à mesurer. Première chose. Et par rapport à ça, il y a deux types d'objectifs. C'est soit je mesure des effets pour apprendre de façon générale les dynamiques de mon marché. Je suis plutôt agrégé, long-termiste, et ça va pouvoir permettre de mettre l'action et l'opérationnalité sur des choses plutôt court-termistes que je vais me donner les moyens de mesurer. Et peut-être dans ce cadre-là, les standards n'existent pas forcément toujours. Et quand il y a les standards qui existent, peut-être qu'ils sont mal compris par les uns et par les autres. Et surtout, en fait, je pense qu'on manque de discipline dans notre capacité à pouvoir les standardiser au sein même d'une organisation. Parce que chaque intervenant va essayer de pousser entre guillemets, son savoir-faire sans pour autant, finalement, être sûr qu'on parle tous de la même chose. Et c'est bien ça, souvent, la difficulté aussi, quoi. Pour autant, je dis souvent que rien ne se fait en un jour, mais il faut avancer et tester. Tester et se donner les moyens d'apprendre en avançant et en marchant. Et je parlais tout à l'heure de l'impact, de la marginalité de l'effort supplémentaire. Je pense que c'est une vraie réalité quand on est très orienté bottom line, quoi. Et ça marche. Ça marche, c'est possible.
mais il faut s'en donner les moyens. Je pense qu'il y a aussi une aversion à la mesure. Les gens n'aiment pas être mesurés et contrôlés. Les marketeurs en particulier, les plus créatifs. Mais je vous invite, hein, moi personnellement, je passe beaucoup de temps sur des webinars où il n'y a pas de marketeurs. Il n'y a que des gens de la technologie et ils parlent marketing. Ils parlent marketing, ils concepts et des construits marketing. Et c'est bien ça le plus intéressant aussi. Voilà. Donc, je vous invite à ne pas avoir peur des process, de la data et de la techno. Parce que je pense qu'effectivement, ça ne peut qu'aider dans l'immédiat et dans le futur. Merci. Merci à toi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour, c'est Valérie. Bonjour à tous. Merci. Bonjour Valérie. Merci pour cet échange, Laurent. En écoutant, il y a un point qui me vient en tête, c'est de savoir également quelle est la bonne période de temps à considérer pour lire un KPI. Parce que si on attend une efficacité sur des ventes, selon le secteur d'activité, il va y avoir des effets qui vont être plus ou moins immédiats. Si on attend un KPI sur de la notoriété, enfin, sur d'autres indicateurs, le temps de réaction, je dirais, pour le lire dans la data, peut être variable. Alors, je veux bien avoir ton avis sur quelle période, je ne sais pas s'il y a déjà eu des discussions sur quelle est la bonne période à considérer en fonction du KPI et certainement aussi en fonction de l'objectif que l'on cherche à mesurer. Alors, je pense merci pour la question, c'est une très bonne question. Il y a deux choses à prendre en compte, c'est la nature du KPI et la catégorie dans laquelle on se trouve. Pourquoi? Parce que on sait tous qu'il y a des catégories où les cycles d'achat sont plus ou moins longs, plus ou moins compliqués. Pour autant, ça sous-entend aussi que le client, l'organisation, la marque sait comment les choses a priori marchent. Ça paraît bête ce que je dis, mais il y a un process qui est très à la mode, c'est le parcours d'achat du consommateur. C'est très à la mode, mais c'est difficile de mettre à plat à la fois les différentes étapes d'un parcours et les points de contact qui sont censés impacter chacune des étapes de ce parcours. Tout à fait. C'est vraiment important. Pourquoi? Parce que si je ne le fais pas au niveau de ma catégorie, bah, je ne saurai pas ce qui est a priori important à chacune des étapes. Deuxième chose, bah, définir justement les KPI qui vont toucher chacune de ces étapes-là. Et donc, pour faire écho à ce que tu dis, troisième chose, bah, les KPI elles-mêmes vont plus ou moins vite bouger. Pourquoi? Parce que si je suis une grosse marque, entre guillemets, réactiver en fait un capital notoriété est plus simple que pour une marque naissante. De la même façon, Ehrenberg a montré depuis de nombreuses années que la notion de pénétration additionnelle pour une marque établie n'a pas de sens. En particulier dans beaucoup de catégories, dans les catégories de grande consommation. Pourquoi il montre quoi? Que généralement, les gens qui achètent, ce sont les gens qui ont déjà acheté. Et à force de vouloir aller chercher la pénétration additionnelle auprès de gens qui seraient non-acheteurs, on se floue totalement la réalité de ce que montrent les panels, en l'occurrence, par exemple. Et par ailleurs, donc, il y a beaucoup de choses qui ont été montrées de façon fondamentale, à la fois sur des choses historiques. Surtout, en matière de recherche, il y a quelqu'un que je vais faire venir a priori dans 15 jours. C'est quelqu'un de très connu aux États-Unis. Il s'appelle Koen Powers, qui travaille sur des modèles de mix marketing au niveau académique et pratique. Et je pense qu'il pourra parler très largement de ça, en particulier pour justement comment de la réactivité des différents indicateurs, que sont des indicateurs de notoriété ou d'image ou des indicateurs de vente, à partir de choses, je me souviens, j'ai vu des choses très intéressantes qui ont été faites il y a maintenant 7 ou 8 ans à partir des données de Secodip avec quelque chose qui s'appelait Prométhée à l'époque. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui. Si, ça existe toujours. Et donc, ils avaient eu accès à un historique assez important et ça avait donné lieu à un article de recherche qui est, pour une fois,
enfin, c'est pas pour une fois, qui est très pratico-pratique, même s'il est difficile de rentrer dedans, mais il y a des choses très, très intéressantes sur la réponse et la réactivité d'un certain nombre d'indicateurs par rapport à d'autres, qui va prendre en compte la catégorie, mais la nature même de l'indicateur. Donc, il y a des enseignements, mais la meilleure façon de caler ces enseignements, c'est d'apprendre avec ses propres choses. Et donc, la meilleure façon de faire, c'est de commencer, quoi, et de se donner moyen de tester, d'optimiser. Et de se laisser aussi le temps. Exactement. Le temps de Ceci étant, sur le web, mais on est cette fois-ci dans une mesure très court-termiste, il est possible d'optimiser non pas la totalité des contacts, mais au moins les contacts web avec des modèles qui sont des modèles qu'on appelle MTA, Multi-Touch Attribution, où on ne va pas attribuer la conversion au dernier contact, et ce sont des modèles qui sont de plus en plus utilisés. Google met même à disposition sur sa plateforme des modèles de ce type-là pour certains clients qui veulent les déployer en faisant du test and learn. Et là, on se donne le temps en vendant des choses aux gens, en faisant ce qu'on appelle de l'A/B testing, en testant quelque chose qui est un modèle MTA ou un modèle, on va dire, last click, attribution, et on voit ce que ça donne. Mais encore une fois, on le fait et on le met en place. Okay. Voilà ce que je peux en dire. Très clair, merci. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Très bien. Je vous laisse l'opportunité pour ceux et celles qui… il y en a un certain nombre d'entre vous que je connais, d'autres que je ne connais pas. Et c'est très bien comme ça. Je vous invite à me faire part de vos commentaires. Il y a logiquement un petit feedback qui va vous être envoyé. Si vous avez besoin d'éclaircissement, d'informations supplémentaires, n'hésitez pas. Si vous avez apprécié le tout, vous avez quelqu'un qui vient la semaine prochaine, qui s'appelle Manu Carincano, que je connais depuis très longtemps, et qui est certes français, mais qui travaille à l'international. Il est à la fois enseignant dans une très bonne business school à Barcelone, et il va venir parler de pricing management en sortie de crise. Et c'est donc, je peux vous le dire tout de suite, c'est pas dire de bêtises, le 21 à 14h15, c'est-à-dire mercredi prochain. Et je pense qu'on le fera en anglais. Je vous pose la question par rapport à ça. Alors, j'imagine que vous comprenez tous l'anglais. Peut-être que c'est plus déstabilisant pour prendre la parole en anglais, mais je vais essayer d'ouvrir le tout à un public un peu encore plus international, parce que je pense que ça vient également, l'échange vient également de ça. D'autant que la semaine d'après, a priori, nous aurons Koen Pauwels qui viendra, c'est le jeudi, je crois que le 28 ou le 29 mai, et qui est en fait quelqu'un de très connu dans le secteur. Les académiques diront que c'est une star, mais au-delà de ça, il a beaucoup d'expérience opérationnelle. Voilà. Non, ce n'est pas le 21, c'est le 20, pardon, le mercredi 20, pour le pricing management, et le 28 ou le 29 pour l'optimisation des investissements du mix en général. Et on va parler de mix modeling en particulier, sans rentrer dans les détails, parce que ce ne sera pas l'objectif. L'objectif, c'est d'apporter de l'information et puis de vous donner l'opportunité d'échanger, de partager, de vous tenir au courant des choses. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je vous laisse de nouveau la parole s'il y a une question, mais dans le cas contraire, merci à vous d'être venus. On était à, je ne sais pas exactement, peut-être 35. Je pensais qu'il allait y avoir plus de gens. Ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est la qualité, pas la quantité. Et je vous invite également à partager l'existence de Coffee and Learn. Ça demande pas mal de travail, mais j'espère que vous y trouvez un intérêt. Et je vais continuer. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et n'hésitez pas à revenir vers moi directement. Il y en a qui me connaissent, qui savent que je n'ai jamais mangé personne, mais surtout ceux qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas. Au contraire, ce sera un moyen de connecter, comme on a pu le faire avec David Garbous, que je ne connaissais pas la semaine dernière et qui est venu témoigner la semaine dernière. Voilà. À très bientôt et merci de votre attention. À très bientôt. Merci. Bonne fin de journée.